Rien dans ta vie n'a été le fruit du hasard. Ni la douleur qui t'a plié, ni l'échec qui t'a laissé vide, ni la personne qui est arrivée et est partie en laissant une marque. Tout, absolument tout, a un but que tu ne vois pas toujours sur le moment. C'est la vérité que beaucoup refusent d'accepter. La vie n'est pas une suite d'accidents, c'est un entraînement constant. Chaque coup, chaque perte et chaque obstacle font partie d'une forge silencieuse qui façonne ton caractère. Tu peux continuer à te demander pourquoi cela t'arrive, ou tu peux commencer à comprendre qu'il y a une leçon derrière chaque expérience qui attend d'être prise. Le stoïcisme ne sucre pas la réalité, il la confronte avec fermeté. Il te dit que tu n'es pas la victime d'un destin cruel, mais l'apprenti d'un processus plus grand que ta compréhension immédiate. La douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour te rappeler ta force. L'échec n'apparaît pas pour t'humilier, mais pour indiquer le chemin à corriger. Et l'inattendu n'arrive pas pour te couler, mais pour te secouer et te forcer à grandir. C'est la différence entre celui qui reste brisé et celui qui se relève avec plus de clarté. Le regard qu'il choisit de donner un sens à ce qui se passe. Aujourd'hui, je veux te parler sans fioriture ni phrases vides. Si tu es fatigué de fuir ton passé, si tu en as assez de te plaindre de ce que tu as perdu ou d'attendre que la vie soit juste, c'est le moment de changer de perspective. Rien de ce que tu as vécu n'était une erreur inutile. Tout ce qui s'est passé, même ce que tu détestes le plus te rappeler, a une place dans ton histoire. Et tant que tu ne l'assumeras pas, tu resteras enchaîné. Mais si tu décides de le regarder avec sérénité, tu découvriras qu'il y avait une direction dans la douleur, un guide dans l'échec et un appel à l'éveil dans la perte. C'est ce que signifie vivre avec un but, prendre chaque coup et le transformer en partie de ta force. 1. Aie confiance en l'ordre invisible. L'univers ressemble à une vieille horloge, de celle qui, une fois ouverte, laisse voir un labyrinthe d'engrenages qui tournent dans différentes directions. Certains grands, d'autres minuscules, tous avec un mouvement qui semble chaotique si on le regarde de près. Mais lorsque tu fermes le couvercle et observes le cadran, tu découvres que chaque pièce sert un but, marquer le temps avec précision. C'est ainsi qu'est la vie. De l'intérieur, elle semble être un chaos, une série de coups, de pertes, d'obstacles et de virages sans sens. Mais si tu t'arrêtes et observes avec patience, tu remarqueras qu'il y a un ordre invisible qui soutient tout. Rien ne bouge au hasard. Rien n'arrive sans raison. Ce qui semble cassé est en réalité une partie d'un mécanisme qui, tôt ou tard, révèle son but. Les stoïciens ont compris cette vérité et l'ont vécu avec discipline. Marc Aurèle disait que chaque événement est nécessaire dans le trame du destin, tout comme chaque note l'est dans une symphonie. Nous sommes impatients, nous voulons que les choses se résolvent maintenant, que la douleur s'explique tout de suite, que les réponses arrivent sans attendre. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Avoir confiance en l'ordre invisible ne signifie pas se résigner. Cela signifie avoir la certitude que chaque situation remplit une fonction dans ta croissance, même si tu ne parviens pas encore à la voir. Quand quelqu'un quitte ta vie, quand un échec ruine tes plans, quand la douleur frappe à ta porte, la première chose qui apparaît est l'incompréhension. Mais derrière ce vide, il y a une leçon qui ne se révèle qu'avec le temps. La confiance n'est pas passivité, c'est un choix conscient. C'est décider que même si tu n'as pas toutes les pièces du puzzle, tu ne vas pas abandonner ni maudire la vie. Tu vas attendre avec fermeté, avec la conviction que cet engrenage qui semble absurde aujourd'hui s'intégrera dans quelque chose de plus grand. Pense à tes propres moments de douleur. Regarde en arrière et demande-toi, n'est-ce pas ce coup qui t'a obligé à mûrir, à te réveiller, à prendre une décision que tu repoussais? Souvent, ce qui semblait être une injustice s'est avéré être une libération. Ce qui semblait être un échec s'est avéré être un guide. Et ce qui semblait être une perte s'est avéré être un espace pour quelque chose de mieux. C'est cela, avoir confiance en l'ordre invisible, reconnaître que la vie, c'est plus que ton impatience. Le problème est que nous voulons tout contrôler. Nous croyons que si nous n'avons pas le contrôle, le monde s'effondre. Mais le contrôle absolu est une illusion. Les stoïciens l'appelaient la dichotomie du contrôle, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas.
Avoir confiance en l'ordre invisible, c'est lâcher ce qui n'est pas entre tes mains et te concentrer sur ce que tu peux faire. Ton attitude, ta discipline, ta réaction face à l'inévitable. C'est là le véritable pouvoir, et c'est la liberté que nous cherchons tant. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un tout perdre et ensuite se reconstruire plus fort qu'avant? Ce n'était pas de la magie. C'était l'ordre invisible qui travaillait en silence, préparant le terrain pour quelque chose de nouveau. Tu as aussi cette force. Ce qui semble être une ruine aujourd'hui est la base d'une construction future. Ce qui fait mal aujourd'hui, demain sera une cicatrice et un rappel que tu as pu résister. Alors, la prochaine fois que la vie se secoue et que tu ne comprends pas pourquoi, rappelle-toi de l'horloge. Ne vois pas seulement les engrenages détachés. Aie le courage de croire que ce chaos apparent a un sens. Parce que si tu décides de faire confiance à l'ordre invisible, tu arrêteras de lutter contre l'inévitable et tu commenceras à grandir avec chaque mouvement que la vie trace sur ton chemin. C'est là que commence la véritable force. 2. Laisse les épreuves te forger. Un morceau de fer ne se transforme pas en épée avec des mots doux ou des caresses. Il a besoin du feu ardent, du coup ferme du marteau et de la patience du forgeron qui le façonne jusqu'à lui donner tranchant et force. Il en va de même pour toi. Les épreuves que la vie te met en face ne sont ni des punitions ni des accidents. Elles sont le feu et le marteau qui façonnent ton caractère. Chaque obstacle que tu affrontes, chaque trahison qui te blesse, chaque chute qui te coupe le souffle, forge en toi une résistance qui ne pourrait naître du confort. Le problème est que l'on nous a appris à fuir le feu. On nous a dit que si ça fait mal, c'est mal. On nous a fait croire que les moments difficiles sont des interruptions, plutôt que de comprendre qu'ils font partie du processus. Mais demande-toi, quand a été la dernière fois que tu as vraiment grandi sans un défi qui te dérangeait? La croissance n'est jamais confortable. Elle est rude, exigeante et parfois cruelle. Les stoïciens le savaient, et c'est pourquoi ils ne demandaient pas une vie facile. Ils demandaient à avoir la force d'affronter une vie difficile. Les épreuves révèlent de quoi tu es fait. Un caractère sans épreuve est comme une épée sans trempe, fragile et qui se brise au premier coup. Chaque difficulté que tu surmontes devient une couche supplémentaire de force. Même l'échec laisse sa marque, t'enseignant où tu étais faible et te montrant où tu dois t'améliorer. Les larmes que tu crois inutiles arrosent la terre où ta résilience va grandir. Si tu ne te brises pas dans l'adversité, tu te durcis. Si tu tombes mais décides de te relever, tu deviens plus ferme. Ne confonds pas le fait de laisser les épreuves te forger avec le fait de te rendre. Il ne s'agit pas d'accepter la souffrance comme si tu méritais de rester là, mais d'apprendre d'elle, de l'utiliser comme du bois pour allumer ta détermination. Ce qui détruit les gens n'est pas la difficulté en soi, mais la résistance aveugle à apprendre d'elle. Celui qui rejette l'apprentissage de la douleur reste coincé dans un cercle de plaintes et d'autocompassion, mais celui qui voit le défi comme un maître finit plus sage et plus fort. Rappelle-toi les moments où tu pensais que tu ne pourrais pas continuer et pourtant, tu l'as fait. Chaque épreuve qui semblait insurmontable aujourd'hui n'est qu'un souvenir, mais elle a laissé en toi un muscle invisible qui soutient ton présent. Ce muscle est ta force mentale, celle qui te permettra d'affronter ce qui viendra. Tout comme le fer devient plus dur chaque fois qu'il entre dans le feu, ton esprit devient plus solide chaque fois qu'il traverse une épreuve et ressort de l'autre côté. Lorsque tu fais face à un obstacle, arrête de te demander « Pourquoi moi ?» et commence à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Cette question change la donne, transforme le malheur en maître et la défaite en leçon. Les stoïciens le disaient clairement. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui arrive, mais tu as le contrôle sur la façon dont tu décides de l'affronter. L'épreuve ne définit pas ton destin, elle définit ton caractère. Laisse les épreuves te forger car chaque coup que tu résistes polit un aspect de toi qui était endormi. Aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas le résultat, mais le feu que tu supportes maintenant te prépare à ne pas te briser demain. Lorsque tu accepteras que les difficultés ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans ta transformation, tu commenceras à marcher avec le dos droit, même au milieu de la tempête.
C'est l'essence de la force stoïcienne, ne pas fuir le marteau ou le feu, mais les remercier, car ils te transforment en quelqu'un d'impossible à plier. 3. Lâche ce qui est déjà terminé. Les mains qui s'accrochent trop fort à la corde finissent par saigner. Ce n'est pas la corde qui fait mal, c'est l'insistance à ne pas la lâcher alors qu'elle ne soutient plus rien. C'est ce qui se passe avec les relations qui sont mortes, les rêves qui se sont éteints, les moments qui ne reviendront plus. Nous restons suspendus à des souvenirs qui ne font que déchirer la peau de l'esprit, et pendant que nous y sommes, le présent nous échappe comme du sable entre les doigts. S'accrocher au passé, c'est marcher en portant un cadavre invisible qui vole l'énergie, l'espoir et la clarté. Les stoïciens ont enseigné que l'attachement à ce qui n'existe plus est une source de souffrance inutile. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'accepter que ce qui est terminé a déjà joué son rôle, et que s'y accrocher ne fait que vous empêcher d'avancer. Chaque fin, aussi dure soit-elle, est là pour fermer un chapitre qui ne pouvait plus rester ouvert. Si la rivière suit son cours, pourquoi insister pour nager à contre-courant? Il y a des portes qui ne s'ouvriront plus, des chemins que vous ne devez pas reprendre, des personnes qui ne doivent pas revenir. La vie est pleine de cycles. Chaque cycle qui se termine laisse de la place pour un autre qui est sur le point de commencer. Mais si vous ne lâchez pas l'ancien, il n'y aura pas de place pour le nouveau. Cet attachement qui ressemble à de l'amour est en réalité de la peur de l'inconnu, la peur de se retrouver sans rien. Mais pensez à ceci, ce qui vous appartient vraiment ne part pas, ce qui est parti n'était pas destiné à rester. Lutter pour le retenir, c'est se battre avec des ombres. Lâcher prise ne signifie pas effacer les souvenirs, ni prétendre que cela n'a jamais fait mal. Cela signifie libérer le poids que vous portez dans votre cœur pour pouvoir marcher plus légèrement. Beaucoup de personnes stagnent parce qu'elles pensent que lâcher prise, c'est trahir ce qu'elles ont un jour voulu. Mais c'est tout le contraire. C'est honorer ce qui a été en le laissant reposer dans le passé où il appartient. Il ne s'agit pas de froideur. Il s'agit de dignité envers soi-même. Regardez votre propre histoire. Pensez aux fois où vous êtes resté attaché à une relation qui était déjà brisée, au projet que vous avez défendu alors qu'il n'avait plus de vie, au ressentiment que vous avez porté pendant des années, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de vous. À quoi cela vous a-t-il servi de les retenir? Rien de ce qui s'accroche à ce qui n'existe plus ne vous fait avancer. Tout ce que vous faites, c'est prolonger la blessure et fermer la porte à ce qui est à venir. Les stoïciens nous ont rappelé que le présent est la seule chose que nous possédons vraiment. S'accrocher au passé, c'est abandonner le seul moment où vous pouvez agir. Chaque larme versée pour ce qui est parti est une seconde volée au maintenant. Soyez ferme avec vous-même. Remerciez ce que vous avez vécu, apprenez de ce qu'il vous a enseigné et ensuite, lâchez-le. Tant que vous continuerez à porter le poids du mort, vous ne pourrez pas embrasser le vivant. La prochaine fois que vous serez tenté de regarder en arrière avec nostalgie ou rancœur, pensez à la corde. Demandez-vous si cela vaut la peine de continuer à saigner pour quelque chose qui ne soutient plus rien. Lâchez avec sérénité. L'acte de lâcher prise ne vous affaiblit pas, il vous libère. Et quand vous y parviendrez, vous sentirez que la vie ouvre de l'espace pour de nouvelles expériences qui ne pouvaient pas arriver tant que vous aviez les mains occupées avec ce qui est déjà terminé. 4. Respecte le temps parfait. La vie est comme un arbre qui grandit à son propre rythme. Tu peux l'arroser, en prendre soin, lui donner de la lumière, mais peu importe combien tu le presses, il ne donnera pas de fruits avant sa saison. Essayer de lui arracher le fruit vert, simplement par impatience, finit par le gâcher. Il en va de même pour tes rêves, pour la guérison de tes blessures et pour les changements que tu attends. Tout a un temps qui ne dépend pas de ton désir ni de ton anxiété. Prétendre que les choses se produisent quand tu le veux, c'est se battre contre les lois invisibles qui soutiennent l'ordre du monde. Nous vivons en croyant que le temps est notre ennemi. Nous courons comme si tout allait s'échapper si cela ne se produit pas maintenant. Cette hâte nous empoisonne et nous vole la paix. Les stoïciens ont compris qu'il y a une harmonie dans le rythme de la vie et que précipiter les processus n'est pas seulement inutile, mais aussi nuisible.
Le chêne met des années à devenir fort, parce que chaque saison renforce ses racines. Et de la même manière, chaque expérience qui semble retardée est en train de cimenter quelque chose en toi que tu ne peux pas encore voir. Respecter le temps parfait signifie arrêter d'exiger des résultats immédiats et commencer à faire confiance au processus. Cela signifie accepter que la guérison d'une blessure émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain, que la construction du caractère nécessite des épreuves répétées, que l'atteinte d'un objectif important nécessite une patience soutenue. Forcer le chemin ne fait qu'augmenter la frustration et finit par briser ce que tu essaies de construire. Il y a des douleurs qui mûrissent lentement pour t'apprendre la compassion. Il y a des échecs qui tardent à te montrer la direction. Il y a des rencontres qui arrivent tard parce que tu n'étais pas prêt à les recevoir auparavant. La hâte est une forme d'orgueil. Nous croyons que nous savons mieux que la vie quand les choses doivent se produire, et comme nous ne voyons pas de résultats rapides, nous pensons que nous échouons ou que le destin est injuste. Mais le problème n'est pas le temps, mais l'impatience avec laquelle nous le jugeons. Chaque saison a une fonction. L'hiver durcit les racines, le printemps réveille ce qui est endormi, l'été nourrit le fruit, et l'automne apprend à lâcher ce qui ne sert plus. De même, chaque étape de ta vie apporte quelque chose dont tu as besoin, même si tu ne le désires pas à ce moment-là. Quand tu ressens de l'anxiété pour ce qui n'est pas encore arrivé, rappelle-toi de l'arbre. Tu ne peux pas lui crier pour qu'il grandisse plus vite, ni supplier le fruit pour qu'il mûrisse. Tu ne peux que prendre soin de ce qui est sous ton contrôle. La constance, la discipline, l'attitude avec laquelle tu attends. Le reste appartient au temps. Et le temps ne faillit pas. Il arrive quand il doit arriver, ni avant ni après. Respecter le temps parfait n'est pas une invitation à rester immobile, mais à faire ce qui est en ton pouvoir, sans te détruire pour ce qui ne se produit pas encore. Cela signifie travailler tout en faisant confiance, bouger tout en attendant et garder son calme lorsque les réponses tardent. La patience est un signe de force, pas de faiblesse. Des relations qui n'apparaissent pas quand tu le voulais, mais bien quand tu étais prêt. Des opportunités qui frappent à ta porte après un échec qui t'a préparé pour elles. Des rêves qui ne se sont pas réalisés à leur moment parce que tu devais d'abord apprendre des leçons que tu n'aurais pas compris autrement. La prochaine fois que l'impatience te ronge, rappelle-toi que la vie ne se retarde pas. Elle suit simplement son propre calendrier. Et quand tu apprendras à le respecter, tu ressentiras une paix qui ne dépend pas de la vitesse des résultats. Parce que comprendre le temps parfait, c'est accepter que tout ne dépend pas de toi, et cette acceptation te libère de la lutte constante avec le temps. 5. Transforme l'échec en guide. L'échec ressemble à un phare au milieu d'une tempête. Ce n'est pas la destination à laquelle vous vouliez arriver, mais il éclaire clairement l'endroit où vous ne devez pas faire naufrage à nouveau. La plupart des gens le voient comme un mur qui bloque le chemin, alors qu'en réalité, c'est une pancarte qui indique la bonne direction. Chaque faux pas, chaque projet qui n'a pas abouti comme vous l'espériez, chaque chute qui vous a laissé les mains vides est remplie de messages sur ce que vous devez corriger, ce que vous devez renforcer et ce que vous devez abandonner. Le problème est que nous avons été formés pour ressentir de la honte en cas d'échec. Nous pensons que c'est une preuve d'incapacité, un sceau de défaite définitive. Cela nous fait fuir, le cacher ou ignorer les leçons qu'il apporte. Les stoïciens voyaient l'échec d'une autre manière. Ils ne le considéraient pas comme un ennemi, mais comme une source de sagesse pratique. Ils l'acceptaient avec sérénité, parce qu'ils comprenaient que la seule véritable défaite est de refuser d'apprendre de ses erreurs. Pensez à un archer qui tire et rate la cible. L'erreur ne signifie pas qu'il doit abandonner l'arc. Cela signifie qu'il sait maintenant qu'il doit ajuster l'angle, la distance, la tension de la corde. C'est ainsi que fonctionne la vie. Chaque erreur vous donne des données précieuses que vous n'auriez pas obtenues autrement. Si vous choisissez de les ignorer par orgueil ou par peur du jugement d'autrui, vous gaspillez le coup de l'échec et vous vous condamnez à le répéter. Transformer l'échec en guide nécessite de l'humilité. Cela signifie accepter que vous ne savez pas tout, qu'il y a des leçons cachées dans les faux pas et que vous ne pouvez avancer qu'en les reconnaissant.
Cela signifie regarder en face les résultats qui font mal, non pas pour vous punir, mais pour découvrir ce que le chemin essaie de vous enseigner. Chaque obstacle qui fait tomber vos plans est un signe que quelque chose doit changer. Votre stratégie, votre discipline, votre attitude ou même votre objectif. N'oubliez pas que les plus grandes réalisations naissent de chemins remplis d'échecs. Chaque inventeur, chaque leader, chaque personne que nous admirons pour sa force a eu une liste d'essais ratés avant d'atteindre ses objectifs. Ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils ont su transformer chaque chute en un guide plus précis. C'est ce qui distingue ceux qui se relèvent de ceux qui abandonnent. La capacité de voir l'échec comme une carte et non comme un point final. Quand l'échec frappe, ne perdez pas de temps à le maudire. Demandez-vous ce qu'il vous révèle. Peut-être vous montre-t-il que ce n'était pas le bon moment, que vous aviez besoin de plus de préparation, que vous deviez changer de cap, ou que vous poursuiviez simplement quelque chose qui ne vous appartenait pas. L'échec parle, mais seuls ceux qui baissent le bruit de leur ego et sont prêts à l'écouter l'entendent. Les stoïciens nous ont appris que l'important n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à cela. Vous pouvez laisser l'échec vous amertumer et vous paralyser, ou vous pouvez l'utiliser comme un maître sévère qui vous indique les étapes qui manquent. Si vous le prenez comme guide, chaque erreur devient une marche vers quelque chose de mieux. Regardez en arrière et souvenez-vous de vos échecs passés. Si vous les analysez avec sincérité, vous remarquerez que beaucoup d'entre eux vous ont poussé à grandir, à rediriger votre chemin ou à durcir votre caractère. Aujourd'hui, vous ne seriez pas ici sans eux. C'est la preuve que l'échec n'est pas la fin. C'est le signal qui redessine votre route. La prochaine fois que vous échouerez, au lieu de tomber dans l'auto-apitoiement, utilisez le faux pas comme un phare qui éclaire votre chemin. Parce que si vous apprenez à lire ces signaux, vous découvrirez que chaque chute ne vous enfonce pas. Elle vous montre où se trouve le sol ferme pour vous relever. 6. Écoute le message de la douleur. La douleur est comme une alarme au milieu de la nuit. Elle sonne stridente, dérange et te force à te réveiller même si tu ne veux pas ouvrir les yeux. Elle n'apparaît pas pour détruire ta paix, mais pour te prévenir que quelque chose nécessite une attention immédiate. Mais au lieu d'écouter le message, beaucoup préfèrent éteindre l'alarme avec des distractions, se cacher derrière de faux sourires ou noyer le malaise avec des habitudes qui ne font que prolonger la blessure. Ce qui est ignoré ne disparaît pas, il s'aggrave. La douleur que tu ne soignes pas finit par crier plus fort. Les stoïciens ont compris que la souffrance est inévitable, mais inutile si on n'en tire pas de leçon. Ils ne voyaient pas la douleur comme un châtiment divin, mais comme un messager qui apporte des leçons nécessaires pour polir le caractère. Parfois, son message est clair. Une relation toxique que tu dois lâcher, une limite que tu ne respectes pas, un objectif que tu poursuis pour de mauvaises raisons. D'autres fois, il est plus profond. Il te rappelle que tu es humain, que la vie est fragile et que tout n'est pas sous ton contrôle. L'erreur la plus courante est de lutter contre la douleur, comme si elle était un ennemi absolu. Il est naturel de résister, personne n'aime souffrir, mais la douleur que tu résistes avec colère ne fait que s'alourdir. En revanche, si tu l'observes calmement, tu peux découvrir la racine de ce qu'elle veut te montrer. Écouter le message de la douleur nécessite du courage, car cela implique de te regarder en face, de reconnaître les blessures et d'accepter les vérités inconfortables qu'elle apporte. Pense à ton corps. Quand une articulation fait mal, il ne suffit pas de prendre un analgésique pour faire taire la gêne. Si tu ne t'occupes pas de la cause, le problème s'aggrave. Il en va de même pour la douleur émotionnelle. La couvrir de distractions ne fait que retarder le processus de guérison. Le message de la douleur est généralement direct. Il te montre tes limites, te rappelle ce qui compte vraiment et te force à t'arrêter pour reconsidérer ta route. Si tu l'ignores, tu perds l'opportunité de te transformer. Beaucoup de personnes ont trouvé leur véritable but après avoir traversé une grande perte, car la douleur les a fait remettre en question le superficiel et se concentrer sur l'essentiel. Écouter la douleur ne signifie pas se rendre à elle, cela signifie la reconnaître et lui donner un but. Tu peux te demander, qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur moi-même? Quelle partie de ma vie a besoin d'être reconstruite?
Qu'est-ce que je tolère que je ne devrais plus permettre? Lorsque tu te poses ces questions, la douleur cesse d'être une punition aveugle et devient un maître qui t'apporte de la clarté. Les stoïciens enseignaient à accepter la souffrance inévitable avec sérénité parce qu'ils savaient que résister ne faisait qu'ajouter de la souffrance supplémentaire. La différence entre celui qui sombre et celui qui grandit réside dans la volonté d'écouter ce que la douleur révèle. Celui qui l'affronte avec humilité et ouverture apprend à renforcer son caractère, à valoriser davantage ce qu'il a et à vivre avec une plus grande conscience. Regarde en arrière et revois les moments les plus durs de ta vie. Tu découvriras probablement que, bien qu'ils aient été insupportables à l'époque, ils ont aussi éveillé en toi une force que tu ne connaissais pas, ou t'ont guidé vers des décisions qui ont changé ton destin. Cela n'efface pas la souffrance, mais lui donne un sens. La prochaine fois que la douleur frappera à ta porte, n'essaie pas de la faire taire avec des distractions, ni de fuir sa présence. Assieds-toi avec elle. Écoute ce qu'elle a à te dire et laisse-la te montrer le chemin que tu dois prendre. Parce que la douleur, lorsqu'elle est soignée et comprise, cesse d'être un bourreau et devient un conseiller. 7. Accueillez l'inattendu avec ouverture. La vie ressemble à une rivière qui parfois apporte des feuilles sèches et parfois entraîne des troncs lourds ou même des trésors que vous n'espériez pas trouver. Vous pouvez rester sur la rive en essayant de n'attraper que ce qui vous plaît et de lutter contre le courant chaque fois que quelque chose de différent apparaît. Mais tôt ou tard, vous découvrirez que vous n'avez aucun contrôle sur ce que la rivière entraîne. L'inattendu est ce courant que vous ne pouvez pas arrêter. S'opposer à lui ne fait que vous épuiser, tandis qu'apprendre à recevoir ce qu'il apporte avec ouverture vous apprend à couler sans perdre le cap. La plupart des gens craignent l'inattendu parce qu'il brise les plans, désarme les routines et montre à quel point le sentiment de contrôle est fragile. Nous voulons que tout suive le scénario que nous avons écrit dans notre esprit, mais la vie n'agit jamais comme un acteur obéissant. Les stoïciens ont compris cela, et c'est pourquoi ils insistaient pour accepter les faits tels qu'ils arrivent, sans drames inutiles, non pas parce qu'ils ne souffraient pas, mais parce qu'ils savaient que résister à l'inévitable ne fait que multiplier la souffrance. Accueillir l'inattendu avec ouverture ne signifie pas célébrer chaque coup du destin. Cela signifie ne pas vous fermer immédiatement à la possibilité que le nouveau apporte avec lui un sens caché. Parfois, la porte qui s'est fermée soudainement bloquait une autre plus grande que vous n'auriez pas vue si tout était resté pareil. D'autres fois, une rencontre fortuite, une perte imprévue ou un changement brusque de direction vous secoue pour vous forcer à vous réveiller et à grandir. La peur de l'inattendu naît de notre besoin de contrôler. Nous voulons des garanties que l'inconnu sera sûr, mais la croissance se produit rarement sur un terrain sûr. Pensez à un voyageur qui traverse une forêt, guidé uniquement par les traces qu'il a laissées derrière lui. Il ne découvrira jamais de nouveaux paysages s'il n'ose pas s'aventurer sur des sentiers inconnus. La vie fonctionne de la même manière. Ce qui aujourd'hui semble être un détour imprévisible peut s'avérer être le chemin le plus nécessaire pour votre évolution. S'ouvrir à l'inattendu, c'est faire confiance à votre capacité d'adaptation. Cela signifie vous rappeler que, bien que vous ne puissiez pas contrôler le changement, vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous y faites face. Vous pouvez choisir de vous plaindre et de rejeter, ou vous pouvez rester calme et observer quelles opportunités se cachent dans ce tournant inattendu. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté réside dans ce choix. Regardez en arrière dans votre histoire. Il y a sûrement des moments qui, à l'époque, semblaient injustes ou chaotiques, mais qui, avec le temps, ont révélé un sens. Peut-être avez-vous perdu quelque chose que vous pensiez indispensable et découvert que cela vous a libéré. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un par hasard et cela a changé toute votre vie. Ou peut-être qu'un revers inattendu vous a forcé à vous remettre en question et à chercher un meilleur chemin. Ces virages non planifiés sont des rappels que tout ce qui est précieux n'entre pas dans la vie en suivant un calendrier. Quand l'inattendu arrive, respirez avant de juger. Demandez-vous ce qu'il peut vous apprendre, où il pourrait vous mener, quelle partie de vous il a besoin de réveiller. Résister immédiatement ne fait que fermer des portes. S'ouvrir à considérer son but
vous donne un avantage sur ceux qui sont paralysés par le changement. Accueillir l'inattendu avec ouverture est une décision de force, pas de passivité. C'est arrêter de lutter contre le courant de la rivière et l'utiliser pour avancer. Parce qu'au final, ce ne sont pas les plans accomplis qui vous définissent, mais comment vous répondez aux surprises que le destin met sur votre chemin. Lorsque vous apprendrez à les accepter avec sérénité et curiosité, vous découvrirez que même ce qui semblait être une interruption peut être une invitation silencieuse à devenir quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus libre. 8. Regarde en arrière avec gratitude. Le passé ressemble à un livre dont les pages ont déjà été écrites. Tu ne peux pas effacer les mots qui y sont inscrits, mais tu peux choisir comment les lire. Beaucoup feuillettent ces pages avec rancœur, marquant chaque erreur et chaque blessure comme si elles étaient des taches qui ont gâché l'histoire. D'autres préfèrent arracher les feuilles, essayant d'oublier ce qui fait mal, bien que le vide qu'elles laissent finisse par peser encore plus. Regarder en arrière avec gratitude est différent. C'est ouvrir ce livre et reconnaître que même les phrases les plus dures ont eu un but dans l'intrigue qui t'a amené jusqu'ici. Les stoïciens enseignaient qu'il est inutile de se battre contre le passé, car aucune force humaine ne peut changer ce qui s'est déjà produit. Ce qui est en ton pouvoir, c'est l'interprétation que tu choisis de lui donner. Tu peux voir le passé comme une chaîne qui te lie, ou comme une carte qui t'a guidé jusqu'à ce point. La gratitude transforme les blessures en leçons et les faux pas en avertissements précieux. Elle ne nie pas la douleur, mais lui donne un sens. Nous portons souvent des ressentiments qui deviennent un fardeau invisible. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont déçus, de ceux qui nous ont blessés, des opportunités qui nous ont échappé. Tandis que nous continuons à raconter ces vieilles batailles, nous ne voyons pas que chacune d'elles nous a appris quelque chose. À poser des limites, à être plus prudent, à découvrir de quoi nous sommes faits. Chaque larme a laissé une trace, chaque chute a laissé un message, chaque fin inattendue a ouvert un espace pour quelque chose de nouveau. Regarder en arrière avec gratitude n'est pas justifier les injustices ni romantiser la souffrance. C'est reconnaître que tu as survécu à des moments que tu croyais impossibles à surmonter. C'est remercier la force que tu as découverte grâce à ces expériences. Même si à l'époque, elles te semblaient cruelles. Sans ces défis, tu ne serais pas qui tu es maintenant. Nier leur valeur, c'est nier le processus qui t'a forgé. Quand tu acceptes le passé avec gratitude, tu lâches le poids des culpabilités et des reproches. Tu arrêtes de te demander pourquoi ta vie n'a pas été différente et tu commences à comprendre que chaque décision, chaque rencontre et chaque erreur ont contribué à te former. Cela ne signifie pas que tout ce que tu as vécu était juste, cela signifie que tout ce qui s'est passé a déjà joué son rôle et que continuer à se battre contre cela ne fait qu'épuiser ton présent. Les stoïciens valorisaient le présent parce qu'ils comprenaient que c'est la seule réalité. Le passé n'a de pouvoir que si tu lui donnes la permission de diriger ta vie. En remerciant ce que tu as vécu, tu reprends le contrôle de ton histoire. Tu ne changes pas les faits, mais tu changes la relation que tu as avec eux. Ils ne sont plus des fantômes qui te poursuivent, mais des maîtres qui t'ont appris à être plus sage, plus conscient et plus fort. Pense aux cicatrices que tu portes, physiques ou émotionnelles. Chacune d'elles est un signe que tu as surmonté quelque chose, pas que tu as été vaincu. Les remercier ne signifie pas souhaiter avoir vécu cette douleur. Cela signifie honorer la résilience qui t'a permis de continuer. Sans ces cicatrices, tu ne connaîtrais pas ta véritable capacité de résistance. La prochaine fois que ton esprit retourne au passé avec nostalgie ou colère, fais une pause et cherche l'apprentissage caché dans chaque souvenir. Remercie l'erreur de t'avoir montré le bon chemin, la perte de t'avoir appris à valoriser ce qui compte, la douleur de t'avoir révélé ta force. Quand tu regardes en arrière avec gratitude, tu ne revivifies pas la souffrance. Tu fermes les cycles avec respect et tu libères de l'espace pour que le présent fleurisse sans anciennes ombres. Ainsi, le passé cesse d'être une prison et devient le fondement sur lequel tu construis ton avenir. La gratitude envers ce que tu as vécu n'efface pas les marques, mais leur donne un sens. La vie te met toujours face à un choix.
Laisser les autres décider comment ils te traitent ou être toi-même qui fixe les limites. Chaque fois que tu te tais face à un manque de respect, chaque fois que tu souris pour éviter un conflit alors que quelqu'un franchit la ligne, sans t'en rendre compte, tu cèdes un morceau de ta dignité. Ce que tu permets une fois, ils finiront par le répéter toujours, et ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta prison demain. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'habituer au mauvais traitement et de penser que c'est normal. Protéger ta dignité n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de survie. Il y a des gens qui vivent en drainant l'énergie des autres, qui se nourrissent du conflit, de ta faiblesse, de ton silence. Et si tu ne mets pas un frein, un jour tu te retrouveras coincé dans une vie pleine d'humiliations déguisées en blagues, de manipulations déguisées en affection et de critiques déguisées en conseils. Ce n'est pas le destin que tu mérites. Tu n'es pas né pour être le punching ball émotionnel de personne, ni pour mendier le respect là où il devrait exister naturellement. Ici, il ne s'agit pas de vengeance ou de haine. Il s'agit de discipline émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler ce que nous permettons et à qui nous laissons entrer dans notre espace. Être stoïque, ce n'est pas rester silencieux pendant qu'on te piétine. C'est avoir le courage de dire stop, même si cela dérange ceux qui profitaient de ton silence. C'est apprendre à fermer des portes fermement et à t'éloigner sans remords de ceux qui ne savent pas apprécier ta présence. Le prix de ne pas établir de limites est élevé. Tu perds la paix, tu perds l'estime de toi-même, tu perds du temps précieux que tu pourrais consacrer à ta croissance personnelle. Les gens qui ne respectent pas tes limites ne vont pas changer simplement parce que tu le leur demandes gentiment. Et tu dois être celui qui marque le changement. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la réalité ni à te donner de jolies phrases pour te sentir mieux. Elle cherche à te montrer le chemin pour reprendre le contrôle de ta vie, t'entourer de personnes qui te poussent et surtout t'apprendre à ne jamais accepter ce qui te vole ta dignité. Parce que te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. 1. Fixe la limite et fais-toi respecter. Une personne sans limite est comme une maison sans porte. N'importe qui entre, n'importe qui reste, n'importe qui décide du désordre. Si tu ne dessines pas clairement où se termine l'espace des autres et où commence le tien, tu deviendras un territoire ouvert aux envahisseurs. Les limites ne sont pas des murs pour t'isoler. Ce sont des fondations qui soutiennent ta dignité et ta paix. Chaque fois que tu en fixes une, tu n'es pas agressif ni égoïste. Tu construis l'espace dans lequel ta valeur ne peut pas être piétinée. Le respect ne se demande pas, il s'exige par des actions. La plupart du temps, les gens ne franchissent pas ta ligne par ignorance. Ils le font parce que tu ne l'as pas défendu. Si tu te tais face à la première moquerie, tu ouvriras la porte à l'humiliation. Si tu souris face au premier commentaire sarcastique, tu avalises que demain soit pire. Et si tu justifies le mauvais traitement pour ne pas déranger, tu dis au monde que ton inconfort n'a pas d'importance. Le stoïcisme nous rappelle que personne ne peut te retirer ta dignité sans ton consentement. Mais c'est ton devoir de ne pas l'accorder. Il y a une vérité inconfortable. Celui qui ne se fait pas respecter finit par mendier des miettes de considération. Il ne suffit pas de penser que tu as droit à la paix, il faut la protéger. Pense aux guerriers qui protégèrent leur territoire. Ils ne le faisaient pas par haine des étrangers, mais par amour de ce qui est à eux. De la même manière, tu dois prendre soin du territoire émotionnel qu'est ton esprit, ton temps, ton énergie. Permettre à d'autres de l'envahir n'est pas de la bonté, c'est de l'abandon de soi. Fixer des limites exige du courage, car beaucoup de gens n'aimeront pas ton nouveau standard. Ils seront dérangés que tu ne sois pas prêt à rire des blagues qui blessent, que tu ne participes pas aux conversations qui dégradent les autres, que tu ne tolères pas les commentaires que tu laissais passer auparavant. Certains essaieront de te manipuler avec des phrases comme « tu n'es plus le même » ou « tu es devenu difficile ». Ce n'est pas une insulte, c'est un signe que tu fais bien les choses. Celui qui est contrarié parce qu'il ne peut plus te piétiner est celui qui ne t'a jamais apprécié. Le respect que tu cherches à l'extérieur commence par ce que tu tolères de toi-même. Tu ne peux pas exiger des autres ce que tu ne te donnes pas.
si tu ignores tes propres besoins, si tu permets des abus pour ne pas être mal vu, ou si tu cèdes par peur de perdre de l'affection, tu seras le premier à te trahir. Te faire respecter implique de te regarder dans le miroir et de te demander si tu vis selon ce que tu crois mériter. Si ta réponse est non, alors il est temps d'ajuster ton comportement et de faire comprendre que ta paix n'est pas négociable. Le stoïcien ne s'épuise pas à crier pour imposer sa valeur. Il le démontre en vivant selon ses principes. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui te fait du mal. Fixer des limites, c'est exactement cela. Ne pas répondre au mauvais traitement par un autre mauvais traitement, mais couper la chaîne d'abus avec fermeté et sérénité. Un non dit calmement, mais avec conviction pèse plus lourd que 1000 cris. La dignité ne se discute pas, elle se pratique. Le jour où tu dessineras cette ligne invisible, tu remarqueras un changement. Ton environnement commencera à te traiter de la manière dont tu te traites. Ceux qui te respectent resteront et les autres partiront. Tu perdras des personnes, oui, mais tu gagneras quelque chose de beaucoup plus précieux, de l'espace pour grandir sans interférence. Et tu comprendras que fixer des limites ne te fait pas perdre des relations, cela filtre simplement celles qui n'en valaient pas la peine. 2. Dis non fermement et sans remords. Le non est l'un des mots les plus puissants qui existent, mais aussi l'un des plus redoutés. Beaucoup de personnes pensent que dire non les rend froides, égoïstes ou difficiles, alors qu'en réalité, c'est la clé qui ouvre la porte à la liberté personnelle. Chaque fois que tu te forces à dire oui pour plaire aux autres, tu hypothèques ton temps, ton énergie et surtout ton respect de toi-même. Un oui forcé est un pacte silencieux avec le ressentiment. Un non ferme est un pacte avec ta dignité. Dire non n'est pas rejeter les personnes, c'est rejeter ce qui va à l'encontre de ta paix, de tes valeurs ou de ton bien-être. La vie est pleine d'exigences déguisées en faveur, de manipulations déguisées en affection, d'obligations qui ne sont pas les tiennes mais que d'autres tentent de t'imposer. Si tu acceptes tout pour éviter un conflit, tu finis par vivre la vie des autres au lieu de la tienne. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas donner le gouvernail de ton existence aux attentes des autres. Tu es responsable de ton temps et de ce que tu permets d'entrer dans ta vie. Un non dit clairement n'a pas besoin de longues explications ni d'excuses. Il est bref, direct et percutant. Les personnes qui profitent de ta gentillesse cherchent souvent tes hésitations, ton ton de doute, tes excuses. Quand tu dis non fermement sans fioriture, tu leur enlèves l'espace pour manipuler. Si quelqu'un insiste, répète ton non avec la même sérénité. La fermeté est un langage que tout le monde comprend, même ceux qui ne le respectent pas au début. Il y aura ceux qui essaieront de te faire sentir coupable d'établir des limites, en utilisant des phrases comme « je pensais pouvoir compter sur toi » ou « tu me déçois ». Cela ne définit pas ton caractère, cela révèle le leur. Ces commentaires sont des stratégies pour maintenir le contrôle sur toi. Un stoïcien sait que la culpabilité n'a de sens que lorsqu'un principe propre est brisé, pas quand on déplaît aux autres en défendant la paix intérieure. Tu ne dois pas t'excuser de prendre soin de ton énergie, tout comme tu ne demandes pas la permission de respirer. Pense à ta vie comme à un jardin. Tout ce qui y pousse ne mérite pas de rester. Certaines plantes sont belles, mais volent l'espace et les nutriments à celles qui comptent vraiment. Si tu ne tailles pas, ton jardin s'étouffe. Le non est la taille nécessaire pour que ce qui est précieux ait de l'espace pour fleurir. Tes objectifs, ton repos, ta santé mentale, tout cela a besoin d'espace libre d'engagements inutiles et de charges qui ne te correspondent pas. Dire non ne signifie pas vivre sur la défensive ni devenir quelqu'un d'amer. Cela signifie apprendre à choisir où mettre ton énergie, et c'est l'une des formes les plus élevées de maîtrise de soi. Chaque non que tu prononces est une déclaration silencieuse que tu valorises ton temps plus que l'approbation des autres. Les personnes qui te respectent vraiment ne seront pas offensées par ton refus. Au contraire, elles valoriseront ton honnêteté. Un non dit avec sérénité est plus puissant que 1000 oui prononcés avec ressentiment. Le véritable respect naît lorsque les autres voient que tu ne négocies pas ta paix pour leur plaire. Au début, ce sera inconfortable,
parce que tu n'es pas habitué à te prioriser. Mais à chaque fois que tu oseras dire non, tu découvriras que tu n'as pas besoin de le justifier pour qu'il soit valide. Ta dignité n'est pas négociable et la défendre ne nécessite la permission de personne. La prochaine fois que tu hésites entre céder ou dire non, rappelle-toi ceci. Chaque oui que tu donnes sans le vouloir est un non à toi-même. Et il n'y a pas de trahison plus grande que celle-là. Dire non fermement et sans remords, non seulement économise du temps, mais aussi construit le caractère de quelqu'un qui sait où il va et ne se laisse pas détourner par les demandes des autres. 3. Rompez le lien avec ceux qui manipulent. Il y a des fils invisibles qui pèsent plus que les chaînes de fer. Ce sont les liens qui vous attachent à des personnes qui savent manipuler vos émotions comme si vous étiez une marionnette. Ils vous font vous sentir coupable lorsque vous dites non. Ils vous flattent lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils vous ignorent lorsque vous ne leur êtes pas utile. La manipulation ne crie pas toujours, ni ne frappe. Elle sourit souvent, embrasse et se déguise en soin. Mais au fond, elle cherche la même chose, vous contrôler pour son propre bénéfice. Si vous ne rompez pas ces fils, un jour, vous vous réveillerez sans vous reconnaître, car vous aurez vécu selon le scénario de quelqu'un d'autre. Les manipulateurs n'apparaissent pas avec un panneau qui les dénonce. Ils se montrent attentifs, compréhensifs et même généreux. Mais peu à peu, ils testent vos limites, découvrent vos faiblesses et utilisent votre empathie contre vous. Ils savent quand faire pression sur la culpabilité, quand feindre la fragilité et quand se victimiser pour obtenir ce qu'ils veulent. Le problème n'est pas leur ruse, c'est votre disposition à céder pour ne pas paraître insensible. Le stoïcisme enseigne que le véritable autocontrôle commence lorsque vous apprenez à ne pas réagir au jeu émotionnel des autres. Rompre le lien avec les manipulateurs n'est pas un geste de haine, c'est un acte de libération. Cela signifie arrêter de danser au rythme de leurs paroles douces et de leurs menaces voilées. Ils prospèrent lorsque vous dépendez de leur approbation ou craignez leur désapprobation. C'est pourquoi la première stratégie est de couper cette dépendance émotionnelle, ne pas chercher leurs éloges, ne pas craindre leurs critiques. Leur pouvoir se nourrit de votre besoin d'être accepté. Lorsque vous leur enlevez cette source, leur influence s'effondre. Au début, ce sera inconfortable, car le manipulateur essaiera de vous faire sentir cruel ou ingrat, pour avoir mis de la distance. Il utilisera des phrases comme « après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « personne ne te comprendra comme moi ». Reconnaissez ce langage. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en affection. Un stoïcien n'entre pas dans des discussions interminables en essayant de justifier sa décision. Il parle peu, agit plus, limite le contact, évite les explications qui ne servent qu'à ouvrir de nouveaux pièges et garde son calme face à leurs provocations. Pensez à votre vie comme à un bateau naviguant dans des eaux agitées. Si vous avez à bord des passagers qui perforent la coque tout en souriant, vous n'arriverez jamais à destination. Peu importe combien ils disent vous aimer. Leurs actes révèlent qu'ils préfèrent vous couler si vous ne suivez pas leurs caprices. Rompre le lien ne signifie pas leur souhaiter du mal. Cela signifie les jeter par-dessus bord avant qu'ils ne détruisent tout le bateau. C'est sauver votre voyage, votre cap et votre paix. Une erreur courante est de croire qu'avec plus de patience, vous réussirez à les faire changer. Mais la manipulation n'est pas une erreur accidentelle, c'est un schéma appris. Celui qui a l'habitude de contrôler renonce rarement à cette habitude simplement parce que vous le suppliez de le faire. C'est pourquoi votre force doit être dans votre action, pas dans votre espoir. Vous n'avez pas à les haïr, mais vous devez vous éloigner d'eux comme on s'éloigne d'une flamme qui brûle, même si elle donne de la lumière. Lorsque vous réussirez à rompre ces liens, vous expérimenterez un silence étrange. L'absence des jeux mentaux, des chantages émotionnels, des excuses embrouillées. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace récupéré pour votre voix intérieure. C'est là que la véritable paix s'installe. Vous découvrirez que votre esprit n'est plus occupé à penser comment plaire, justifier ou apaiser les autres. Et c'est le début de la véritable liberté. Rappelez-vous que la manipulation ne fonctionne qu'avec votre participation. Le jour où vous décidez d'arrêter de jouer, le jeu se termine. Rompre le lien avec ceux qui manipulent n'est pas perdre,
c'est récupérer ce que vous n'auriez jamais dû céder. Votre volonté, votre dignité et votre droit de vivre sans fils qui dirigent chacun de vos mouvements. 4. Marche à côté de ceux qui te poussent. L'environnement dans lequel tu marches peut être le vent qui te pousse en avant ou le sable qui t'enfonce à chaque pas. Beaucoup de personnes pensent que leur progrès dépend uniquement de leur effort individuel, mais ils sous-estiment le poids invisible des compagnies qu'ils choisissent. Marcher avec ceux qui te poussent n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale si tu ne veux pas rester coincé au même endroit pendant que tes rêves se fanent par manque de soutien. Il y a des personnes dont la présence est comme un phare. Elles ne font pas le travail à ta place, mais elles éclairent le chemin. Elles t'inspirent à t'améliorer, non pas avec des mots vides, mais avec l'exemple silencieux de leur discipline, de leur constance, de leur caractère. D'autres, en revanche, sont comme un brouillard épais. Ils obscurcissent tes objectifs avec des plaintes constantes, avec des doutes déguisés en conseils et avec des peurs qu'ils te transfèrent comme si elles étaient des certitudes. La différence entre avancer ou stagner ne réside souvent pas dans tes capacités, mais dans le type de voix que tu écoutes au quotidien. Le stoïcisme enseigne que le sage choisit ses compagnons comme un jardinier choisit ses graines. Tu ne sèmes pas des épines en espérant récolter des fleurs. Si tu t'entoures de ceux qui célèbrent ton effort et qui n'envient pas tes réussites, tu grandiras avec moins de poids sur le cœur. Mais si tu partages le chemin avec ceux qui voient ton avancement comme une menace, tôt ou tard, tu devras les traîner de force ou t'arrêter pour qu'ils ne restent pas derrière. Et aucun de ces scénarios n'est compatible avec la croissance personnelle. Marcher à côté de ceux qui te poussent ne signifie pas chercher des flatteurs. Le véritable allié n'est pas celui qui t'applaudit à chaque pas, mais celui qui signale fermement quand tu dévies du chemin, celui qui te motive à t'améliorer même quand tu n'as pas envie. Les amitiés authentiques ne craignent pas de te déranger avec la vérité parce que leur intérêt est de te voir grandir, pas de te maintenir à l'aise. Le soutien authentique n'est pas toujours doux. Parfois il fait mal parce qu'il te confronte à ce que tu évites, mais ce malaise est le carburant pour avancer. L'une des erreurs les plus coûteuses est de garder dans ta vie des personnes qui insistent pour que tu sois réaliste. Alors qu'en réalité, ce qu'elles veulent, c'est que tu te contentes de moins pour ne pas se sentir dépassé. Ces personnes ne te poussent pas, elles te retiennent sous prétexte de te protéger. Si tu fais attention, tu verras qu'à chaque fois que tu partages un plan ambitieux, elles réagissent avec méfiance, sarcasme ou critique déguisée en prudence. Ce sont des encres déguisées en conseillers. Marcher avec ceux qui te poussent nécessite du courage, car cela implique de lâcher le confort des vieilles amitiés qui ne partagent plus ta vision. Peut-être sont-elles des personnes qui étaient avec toi dans des étapes passées, mais qui ont choisi de rester où elles étaient pendant que tu as décidé d'avancer. Ce n'est pas une trahison de laisser derrière ceux qui refusent de bouger. C'est une fidélité à ton propre avenir. La loyauté mal comprise te lie au passé et trahit tes possibilités de croissance. Lorsque tu réussiras à t'entourer de ceux qui ajoutent, tu ressentiras un changement subtil mais puissant. Les conversations deviendront plus profondes, les objectifs plus clairs et les chutes moins lourdes, parce que quelqu'un sera là pour te rappeler que se relever en vaut la peine. Tu découvriras que la motivation ne vient pas toujours de toi. Parfois, elle surgit des regards qui croient en ta capacité, même quand tu doutes. Ces alliés sont des miroirs qui reflètent ton potentiel dans les jours sombres. Marcher à côté de ceux qui te poussent ne garantit pas un voyage sans obstacles, mais transforme le chemin. Les montagnes semblent moins hautes. Les échecs cessent de se sentir comme des défaites et l'avancement devient plus léger. La vie est trop courte pour marcher avec ceux qui éteignent ton feu intérieur. Si tu veux aller plus loin, il ne suffit pas de regarder devant. Tu dois aussi regarder sur les côtés et t'assurer que ceux qui marchent avec toi ne sont pas les chaînes qui freinent ton pas, mais les mains qui poussent ton dos quand la fatigue t'invite à t'arrêter. 5. Ferme la porte à ceux qui t'humilient. L'humiliation est comme un poison silencieux. Elle ne tue pas immédiatement, mais elle affaiblit l'esprit jusqu'à ce qu'un jour, tu découvres que tu n'as plus la force de te défendre. Le plus dangereux chez ceux qui humilient n'est pas l'insulte directe,
Mais la constance avec laquelle ils érodent ta valeur à travers des commentaires déguisés en blagues, des critiques subtiles et des comparaisons qui semblent innocentes. Si tu ne fermes pas la porte à ces attitudes, tu finiras par croire que tu mérites moins que ce que tu vaux. Personne n'a le droit de te réduire pour se sentir plus grand. Et pourtant, tu le permets souvent par habitude, par peur du conflit ou parce que tu as appris à rire de ce qui fait mal. Mais chaque éclat de rire que tu offres face à une moquerie qui te blesse est une capitulation silencieuse. Le stoïcisme enseigne que la dignité n'est pas négociable. Il vaut mieux être seul que de partager une table avec ceux qui te retirent l'envie de vivre avec respect de soi. Fermer la porte à ceux qui humilient ne signifie pas toujours s'éloigner physiquement. Parfois, cela signifie ériger une barrière interne qui ne leur permet pas d'entrer dans ton esprit. Car le véritable dommage n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils réussissent à te faire croire de toi-même. Chaque fois que tu acceptes leurs paroles comme des vérités, tu leur donnes le pouvoir de modeler ton identité à leur convenance. Ton premier acte de défense est de ne pas accepter leur jugement comme faisant partie de ta réalité. Ceux qui humilient ont tendance à utiliser le rire comme bouclier. Ils se cachent derrière des phrases comme « c'était juste une blague » ou « ne sois pas si sensible ». Ce n'est pas de l'humour, c'est de la lâcheté déguisée en esprit. Tu dois apprendre à reconnaître cette tactique et cesser de la justifier. Un « ça suffit », prononcé d'une voix calme mais ferme, est plus puissant qu'une dispute pleine de cris. Lorsque tu montres que tu ne toléreras plus de jeu à tes dépens, tu fais clairement comprendre que ta dignité n'est pas à vendre. Souvent, les premières humiliations viennent de cercles proches, la famille, les amis, voire les partenaires. C'est pourquoi il est difficile de couper ces liens, car le cœur insiste pour croire qu'il n'y a pas de mauvaise intention. Mais l'intention ne justifie pas le dommage. Si quelqu'un répète un acte qu'il sait te blesser, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Et tu as la responsabilité de décider si tu permets à cette habitude de continuer à se nourrir de ton silence. Le stoïcisme n'enseigne pas à chercher la vengeance, ni à rendre humiliation pour humiliation. Il enseigne à protéger l'esprit comme le plus grand trésor. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et la pire opinion que tu peux avoir de toi-même naît lorsque tu acceptes comme vérité les paroles de ceux qui cherchent à te rabaisser. C'est pourquoi fermer la porte est un acte d'autodéfense psychologique. Tu choisis de ne pas laisser leur jugement entrer dans ton espace intérieur. Lorsque tu oses enfin fermer cette porte, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de mesurer ta valeur avec les moqueries des autres et tu commences à la voir reflétée dans la sérénité de ne pas leur répondre. Tu remarqueras que beaucoup de ces personnes s'éloignent d'elles-mêmes, non pas parce qu'elles cessent de vouloir t'humilier, mais parce qu'elles perdent de l'intérêt à ne pas trouver un public prêt à le supporter. Ce que tu tolères se répète. Ce que tu ne permets pas disparaît. Fermer la porte à ceux qui t'humilient n'est pas un geste de fierté vide, c'est une déclaration silencieuse que tu connais ta valeur et que tu ne la mettras pas entre des mains étrangères. Dans la vie, tu ne peux pas empêcher certains d'essayer de te rabaisser, mais tu peux toujours décider que leurs paroles rebondiront contre une porte que tu n'ouvriras jamais. Et cette porte ne se ferme pas avec colère, elle se ferme avec amour de soi. 6. Coupe la déloyauté à la racine. La déloyauté est comme une fissure cachée dans les fondations d'une maison. Au début, elle semble inoffensive, mais avec le temps, elle compromet toute la structure. Il en va de même dans les relations humaines. Elle ne se présente pas toujours sous la forme d'une trahison spectaculaire. Elle se cache souvent dans de petits gestes, une confidence partagée dans ton dos, un engagement rompu sans explication, une défense qui n'est jamais arrivée quand tu en avais le plus besoin. Si tu ne coupes pas ces fissures dès le début, tu finiras par vivre sur un terrain qui s'effondre sous tes pieds. Il y a ceux qui confondent pardonner et permettre. Ils pensent que donner une autre chance à la personne déloyale est un signe de noblesse, alors qu'en réalité, c'est une invitation à répéter le mal. Le stoïcisme enseigne que l'erreur d'autrui n'est pas toujours sous notre contrôle, mais la décision de rester entouré de ceux qui nous ont déçus l'est.
Chaque fois que tu permets à quelqu'un de déloyal de rester près de toi, tu lui donnes la permission de continuer à miner ta confiance. Et rien n'érode plus la paix mentale que de vivre en attendant le prochain coup de poignard. Couper la déloyauté à la racine ne signifie pas réagir avec vengeance ou agir par rancœur. Cela signifie avoir le courage de reconnaître que la confiance brisée ne se répare pas avec de belles paroles ou des promesses de changement. La confiance est comme le verre. Une fois brisé, il peut être recollé, mais il ne sera jamais le même. Accepter cette vérité ne te rend pas dur, cela te rend réaliste. Prétendre le contraire, c'est choisir de vivre avec l'illusion que les morceaux brisés soutiendront le poids de l'avenir. Le déloyal agit rarement sans signe précurseur. Avant la grande trahison, il y a souvent de petits gestes que tu as ignorés. Des excuses vagues, des absences quand tu comptais le plus sur lui, des critiques déguisées en conseils, des loyautés changeantes selon la convenance. Ce sont les premières fissures que tu as préféré ne pas voir, parce que croire faisait moins mal que de faire face à la vérité. La leçon est claire. Les petits actes annoncent les grands désastres, et le silence face à eux est le meilleur allié de la déloyauté. Un cœur naïf insiste pour croire qu'il peut changer celui qui lui a fait défaut. Mais la déloyauté n'est pas un accident, c'est un trait de caractère. Celui qui trahit une fois par intérêt personnel a tendance à le refaire lorsque le bénéfice dépasse le risque. Le stoïcien ne gaspille pas d'énergie à essayer de réformer les autres. Il l'utilise pour protéger sa sérénité. Couper à la racine n'est pas de la cruauté, c'est de l'autodéfense émotionnelle et un message clair. Le respect que tu offres n'est pas une ressource infinie pour celui qui le gaspille. Il y aura ceux qui te traiteront de dur ou d'exagéré pour t'éloigner de quelqu'un que tu considérais comme proche. Ne laisse pas ces opinions te troubler. Être compréhensif ne signifie pas être naïf. La véritable compassion, c'est aussi dire « jusqu'ici » quand le mal est évident. Parfois, garder un déloyal près de toi non seulement te blesse, mais affaiblit ta capacité à faire confiance à ceux qui le méritent. Le prix à payer pour soutenir une telle personne est trop élevé. Ta paix, ta dignité et ta foi en des relations saines. Pense à ta vie comme à un jardin où les racines malades contaminent les saines. Si tu ne les arraches pas à temps, la pourriture se propage et ruine ce qui était encore en fleurs. Coupe à la racine celui qui rompt la loyauté, et tu verras comment le reste de ton environnement reprend des forces. Il ne s'agit pas de lui souhaiter du mal, mais d'empêcher qu'il continue à drainer ton énergie et à contaminer tes relations. Lorsque tu prends la décision de couper, fais-le sans bruits inutiles. N'explique pas trop et ne cherche pas à justifier ton choix devant celui qui n'a pas su apprécier ta confiance. La déloyauté ne mérite pas de discours, elle mérite de la distance. Avec le temps, tu comprendras que tu n'as pas perdu quelqu'un de précieux, tu t'es simplement libéré de quelqu'un qui ne savait pas comment maintenir ta confiance. Et cette libération est l'une des plus grandes formes de respect de soi. 7. Sois immunisé contre le poison de la négativité. La négativité est comme la fumée toxique d'un incendie. Tu ne la vois pas toujours à temps. Mais elle finit par t'étouffer si tu restes trop près. Il y a des gens qui semblent vivre entourés de cette fumée, lâchant des plaintes comme s'ils étaient des cendres dans l'air, pointant des problèmes dans tout ce que les autres essaient de construire. Si tu n'apprends pas à être immunisé, ce poison s'infiltre dans ton esprit, brouille ton jugement et te fait croire que le monde est aussi gris qu'il le peigne. Le danger de la négativité est qu'elle arrive rarement avec des cris ou des attaques frontales. Elle se présente dans des phrases quotidiennes. Ça ne vaut pas la peine d'essayer, tu vas sûrement échouer. À ta place, je ne prendrai pas de risque. Des mots qui ressemblent à des conseils, mais qui sont en réalité des graines de doute. Si tu les laisses grandir, tu croiras bientôt que tes objectifs sont impossibles, que l'effort ne vaut pas la peine et qu'il vaut mieux te contenter de ce que tu as déjà, même si cela ne te rend pas heureux. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler ce que nous laissons entrer dans notre pensée. Être immunisé ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie choisir de ne pas intoxiquer ton esprit avec le pessimisme que les autres insistent pour te donner.
c'est mettre un filtre entre leurs mots et ta paix, pour que seul ce qui est utile passe et que le reste reste dehors. L'esprit a besoin d'hygiène tout comme le corps. Tu ne boirais pas d'eau contaminée, alors ne bois pas de mots contaminés de désespoir. Souvent, la négativité vient de personnes proches, famille, amis, collègues de travail. C'est pourquoi elle peut être si nuisible, car elle vient de voix que tu supposais protectrices. Mais l'affection ne justifie pas l'influence destructive. Tu peux aimer quelqu'un et en même temps garder une distance avec ses idées toxiques. Tu n'as pas à les haïr ni à discuter chaque commentaire. Il suffit de cesser de leur donner le pouvoir de définir ta vision du monde. Être immunisé contre le poison de la négativité exige également de surveiller tes propres pensées. Parfois, le pire ennemi est à l'intérieur. Cette voix interne qui répète ce que les autres ont dit et qui commence à sonner convaincante quand tu es fatigué ou découragé. La pratique stoïcienne suggère d'examiner chaque idée qui traverse ton esprit et de te demander « Est-ce vrai ? Cela m'aide-t-il à agir mieux ? Ou cela me vole-t-il simplement de l'énergie ?» Cette habitude transforme l'esprit en un espace plus clair et plus fort. Quand tu décides de ne pas absorber ce poison, quelque chose change dans ton attitude. Tu arrêtes de perdre du temps à essayer de convaincre les pessimistes et tu commences à investir cette énergie pour avancer. Les commentaires défaitistes cessent de sonner comme des vérités absolues et deviennent un bruit de fond. Tu découvres que les gens négatifs ne se nourrissent pas de la réalité, mais des réactions qu'ils provoquent. Si tu ne leur donnes pas cette réaction, ils perdent le contrôle sur toi. Être immunisé contre la négativité n'est pas ériger un mur d'indifférence, c'est construire un bouclier de sérénité. Le monde continuera d'avoir des gens qui voient des tempêtes dans chaque nuage, mais ils ne pourront plus t'entraîner avec eux. Tu garderas ton cap, respirant de l'air pur, même si autour de toi ils essaient de remplir l'atmosphère de fumée. C'est ça la liberté, ne pas laisser la vision sombre des autres décider de la couleur de ta vie. 8. Protège ta paix de ce qui draine ton énergie. La paix intérieure est comme un feu doux qui maintient ta vie au chaud. Elle ne fait pas de bruit, mais te soutient pendant les jours froids. Cependant, ce feu peut s'éteindre lentement lorsque tu permets à des personnes, des habitudes ou des environnements de le consommer sans t'en rendre compte. Chaque dispute inutile, chaque engagement que tu acceptes par obligation, chaque souci qui ne te concerne pas est du bois qui se perd sans produire de chaleur. Si tu n'apprends pas à protéger ta paix, tu vivras épuisé même les jours où tu n'as rien fait de physique. Le problème n'est pas toujours dans les grands conflits. Souvent, ce sont les petites usures quotidiennes qui drainent le plus ton énergie. L'appel de quelqu'un qui veut juste se plaindre, les messages qui interrompent ton repos, les attentes des autres que tu portes sur tes épaules. Le pire, c'est que tu finis par croire que cette sensation de fatigue est normale, alors qu'en réalité, c'est le résultat de donner ton énergie à tout ce qui ne mérite pas de la recevoir. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les événements extérieurs, mais que tu décides de ce qui affecte ton état intérieur. Protéger ta paix n'est pas t'isoler du monde, mais choisir les batailles qui méritent ton attention et celles qui cherchent seulement à te provoquer. Parfois, le vrai courage n'est pas de se battre, mais de se retirer à temps pour ne pas s'épuiser pour ce qui ne changera pas. Ce retrait n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Il y a des personnes qui semblent apporter des tempêtes partout où elles vont. Leur drame n'est pas ta responsabilité, même s'ils essaient de te faire sentir coupable de ne pas t'impliquer. Chaque fois que tu tombes dans ce jeu, tu perds de l'énergie que tu pourrais investir dans ton bien-être ou dans tes objectifs. Mettre des limites claires n'est pas être froid, c'est être juste envers toi-même. La paix est une ressource finie. Si tu ne la protèges pas, d'autres la consommeront jusqu'à te laisser vide. Quand tu commenceras à protéger ta paix, tu remarqueras que certaines personnes s'éloignent d'elles-mêmes. Non pas parce que tu les rejettes, mais parce qu'elles ne trouvent plus en toi la source d'attention qui alimentait leur chaos. Ce n'est pas une perte, c'est un soulagement. Tu découvriras que la sérénité ne dépend pas de l'élimination de tous les problèmes externes, mais de cesser de leur donner le pouvoir de perturber ta tranquillité. Protéger ta paix de ce qui draine ton énergie n'est pas un acte égoïste. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire.
C'est apprendre à prendre soin de ce feu interne pour qu'il ne s'éteigne jamais, peu importe la force du vent du Chaos autour de toi. 8. Dein Wert hängt nicht von ihrer Meinung ab. Die Sonne bittet nicht um Erlaubnis, um aufzugehen, noch erwartet sie Applaus, um zu scheinen. Sie dämmert jeden Tag mit dem gleichen Licht, auch wenn Wolken sie bedecken oder Menschen den Schatten bevorzugen. So sollte dein Selbstwertgefühl inmitten von Diskussionen und Konflikten sein, fest, unabhängig, ohne von dem abzuhängen, was andere über dich denken oder sagen. Wenn dein persönlicher Wert auf der Zustimmung anderer beruht, wird jede Kritik zu einem direkten Schlag gegen deine Ruhe. Wenn du jedoch verstehst, dass deine Würde nicht mit externen Meinungen wechselt, kann dir niemand den Frieden nehmen oder dich mit Worten manipulieren. In konfliktreichen Situationen ist einer der häufigsten Angriffe der Versuch, dich mit Kommentaren zu verkleinern, die deinen Charakter, deine Intelligenz oder deine Entscheidungen in Frage stellen. Es ist eine Taktik, um dich emotional zu destabilisieren und dich aus deinem Zentrum zu bringen. Der Stoizismus lehrt, dass die Worte anderer keine Tatsachen sind. Sie sind nur Urteile, die mehr über sie als über dich aussagen. Wer lernt, das Reale von der bloßen Meinung zu trennen, wird nicht mehr anfällig für solche Provokationen. Dein Wert liegt nicht in der Zustimmung oder im Lob und noch weniger in der Kritik. Er liegt in der Kohärenz, mit der du lebst, in den Entscheidungen, die du triffst und in dem Frieden, den du bewahrst, wenn andere versuchen, dich zu definieren. Jedes Mal, wenn du zulässt, dass die Stimme eines anderen deinen emotionalen Zustand bestimmt, gibst du eine Macht ab, die ausschließlich dir gehören sollte. Deshalb ist es in angespannten Diskussionen essentiell zu bedenken, dass das, was sie über dich sagen, nicht ändert, wer du bist. Um diese Lektion anzuwenden, übe die Kunst des Zuhörens ohne Absorption. Nicht jeder Kommentar benötigt eine Antwort und nicht jede Kritik verdient deine Aufmerksamkeit. Wenn jemand etwas sagt, um dich zu verletzen, frage dich zuerst, ob es wahr ist. Wenn es wahr ist, nimm es als Erinnerung, dich zu verbessern. Wenn es nicht wahr ist, lass es vorbeiziehen wie der Wind, der keine Spuren hinterlässt. Diese Praxis, die in der stoischen Philosophie üblich ist, hilft dir nicht mit Wut oder Angst zu reagieren, weil deine Reaktion nicht mehr von den Worten anderer abhängt, sondern von deinem eigenen Urteil. Oft hätten die Meinungen anderer nicht so viel Macht, wenn du sie nicht mit deinen eigenen negativen Gedanken verstärken würdest. Beginne mit dir selbst, mit dem gleichen Respekt zu sprechen, den du von anderen erwartest. Sich selbst zu sagen, das definiert mich nicht oder mein Wert ändert sich nicht durch das, was sie denken, ist eine Möglichkeit, dich daran zu erinnern, dass deine Identität nicht in der öffentlichen Meinung verhandelt wird. Diese Gewohnheit stärkt deinen Geist und bereitet dich darauf vor, Kritik zu begegnen, ohne dich angegriffen zu fühlen. Der häufigste Fehler ist der Versuch, alle davon zu überzeugen, dass sie gut von dir denken. Jedes Missverständnis erklären, rechtfertigen oder klären zu wollen, ist anstrengend und macht dich zum Gefangenen der externen Zustimmung. Nicht alle werden deine Wahrheit sehen, und das ist in Ordnung. Die Achtung, die wirklich zählt, ist die, die du für dich selbst empfindest, indem du treu zu dem bleibst, was du für richtig hältst, auch wenn andere es nicht verstehen. Wenn jemand deine Art zu kleiden, zu sprechen oder zu handeln kritisiert, atme tief durch und frage dich, ob diese Meinung deine Essenz definiert. Wenn sie das nicht tut, lass sie außerhalb von dir bleiben. Mache die bewusste Anstrengung, keine unnötigen Erklärungen zu geben. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass du immer weniger die Validierung anderer benötigst und dass deine Ruhe immer schwerer zu brechen ist. Dein Wert hängt nicht von ihrer Meinung ab, weil niemand sonst dein Leben lebt oder deine Entscheidungen trägt. Dieses Verständnis macht dich frei, macht dich immun gegen Angriffe, die versuchen, dich klein zu machen, und gibt dir eine festere Präsenz in jeder konfliktreichen Situation. Genau wie die Sonne scheint, auch wenn sie nicht gesehen wird, musst du lernen, dein Licht intakt zu halten, ohne um Erlaubnis zu bitten oder auf Zustimmung zu warten, um mit erhobenem Haupt weiterzumachen. 1. Le calme l'emporte sur le cri.
Le calme est comme une rivière profonde et silencieuse qui coule sans se soucier des pierres qu'on lui jette. Tu peux lancer des roches, des bâtons, même crier à l'eau, mais la rivière suit son cours, sereine, imperturbable, et c'est précisément cette tranquillité qui lui donne sa force. Ainsi doit être ton attitude lorsque quelqu'un essaie de te perturber. Un cours d'eau ferme qui ne s'arrête pas pour les petites turbulences de la surface. La première leçon est claire, le calme l'emporte sur le cri. Chaque fois que tu perds ton calme et élèves la voix, tu cèdes le contrôle de la situation à l'autre personne. Peu importe combien tu as raison, si tu élèves le ton, tu perds de l'autorité, car tu laisses ta réponse dépendre de l'impulsion et non de la raison. Garder son calme ne signifie pas être faible, ni laisser quelqu'un te manquer de respect. Cela signifie montrer que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Celui qui maîtrise sa voix montre qu'il maîtrise son esprit, et c'est le plus grand signe de force que tu peux montrer. Dans les situations de conflit, le cri est un piège. C'est un hameçon qui cherche à t'attirer sur le terrain émotionnel où l'autre veut que tu perdes le contrôle. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un élève la voix, la première chose que tu dois faire est de ralentir ta respiration et de te rappeler que tu n'as pas à jouer son jeu. Parler calmement oblige l'autre à prendre conscience de son propre excès. Le calme agit comme un miroir qui reflète le manque de contrôle de l'autre et met en évidence qui garde le commandement. Cette différence d'attitude non seulement impose le respect, mais aussi stoppe l'avancement de la discussion inutile. Une erreur courante est de confondre le calme avec le silence absolu. Le calme n'est pas se taire par peur ni céder à l'autre. C'est choisir des mots courts, clairs et avec un ton ferme, sans élever la voix. C'est montrer que ton autocontrôle vaut plus que toute provocation. Si quelqu'un crie pour s'imposer et que tu réponds calmement, le déséquilibre devient évident. La sérénité désarme parce qu'elle brise le rythme que l'autre cherche à maintenir et oblige à changer la dynamique de la conversation. C'est un avantage que peu de gens utilisent, mais qui transforme les discussions en dialogue ou les éteint avant qu'elles ne s'enflamment. Pour pratiquer cette leçon, commence par entraîner la pause. Ne réponds pas immédiatement aux attaques. Fais un effort conscient pour inspirer et expirer avant de répondre. Cela non seulement donne à ton esprit le temps d'organiser les idées, mais montre aussi que tu ne réagis pas par impulsion. La pause te permet de trouver le ton juste et la phrase adéquate. Il est également utile de maintenir un contact visuel, non pas de manière défensive, mais ferme et calme, car cela montre que tu es présent et que tu ne te sens pas intimidé. Ce langage non verbal renforce ton message sans besoin de mots supplémentaires. Rappelle-toi que le calme n'est pas inné. Il se construit à travers la pratique quotidienne. Commence par le quotidien. Quand quelqu'un te coupe la route dans le trafic, quand le caissier prend plus de temps que prévu, quand quelqu'un interrompt ton explication. Ce sont de petits exercices qui renforcent la discipline émotionnelle pour que lorsqu'un conflit réel survient, tu aies déjà entraîné ton esprit. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de ce qui dépend de toi, et ta réaction est toujours entre tes mains, même si les circonstances ne le sont pas. Celui qui parvient à rester serein face au bruit, non seulement protège sa paix intérieure, mais gagne aussi le respect même de ceux qui essaient de le provoquer. Avec le temps, les autres apprennent que te crier dessus ne sert à rien, car ils n'obtiendront pas de toi la réponse qu'ils attendent. Cela les oblige à ajuster leur ton ou à se retirer, et c'est la victoire du calme sur le cri. 2. Ne te bats pas sur son terrain. Un faucon ne descend jamais pour combattre un serpent au sol, car il sait qu'il y perdrait l'avantage de ses ailes. Il l'entraîne vers le ciel, où l'air et l'altitude sont de son côté, et là le serpent perd toute sa force. C'est ainsi que tu dois agir lorsque quelqu'un cherche à te provoquer. Ne reste pas à te battre sur le terrain qu'il choisit. Chaque fois que tu entres dans son jeu de cris, d'insultes ou de moqueries, tu te traînes au sol et lui donnes l'avantage. La véritable sagesse est de porter le conflit dans un espace où l'autre ne peut pas garder le contrôle. Et cet endroit sera toujours ton calme, ta logique et ton silence. Les discussions commencent généralement par quelque chose de petit, mais elles grandissent rapidement parce que l'un des deux accepte l'invitation au chaos. Lorsque quelqu'un te lance une provocation,
il te tend un piège. Il cherche à ce que tu réagisses de la même manière, que tu répondes avec colère, que tu descends à son niveau. Si tu le fais, vous ne discutez plus d'idées, mais d'émotions. Et là, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne, c'est celui qui réussit à te perturber en premier. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas obligé de répondre sur le terrain que l'autre choisit. Tu as le droit de déplacer le conflit sur un terrain où tu peux garder le contrôle. Eh bien, souvent ce terrain est simplement de refuser de continuer à discuter. Ne pas se battre sur son terrain ne signifie pas fuir ou se taire face aux injustices. Cela signifie ne pas se livrer au désordre émotionnel. Cela suppose de garder le ton bas lorsque l'autre crie, de répondre avec des faits lorsque l'autre utilise des insultes ou de te retirer lorsque l'ambiance cesse d'être un dialogue. C'est une stratégie de respect envers toi-même, pas un signe de lâcheté. Un homme ou une femme qui reste ferme sans se rabaisser inspire plus de respect que celui qui répond avec le même poison qu'il reçoit. Le calme n'est pas de la soumission, c'est de la stratégie. En pratique, cette leçon s'applique dans les petits gestes. Si quelqu'un essaye de te provoquer avec du sarcasme, évite de répondre avec plus de sarcasme. S'ils augmentent le volume, ne les imite pas. Utilise des phrases courtes qui indiquent des limites comme « je ne vais pas continuer cette conversation sur ce ton » ou « quand tu voudras parler avec respect, on continue ». Ces mots sont des signaux que tu n'accepteras pas de te battre selon leurs règles. L'erreur la plus courante est de vouloir prouver que l'on n'est pas faible en répondant de la même manière. Nous croyons que se taire ou ne pas rendre le coup est perdre, mais c'est le contraire. Céder à l'impulsion et répondre avec colère, c'est tomber dans son jeu. En revanche, te retirer de cette dynamique montre qu'il ne te contrôle pas et que tu décides où et comment le dialogue aura lieu. C'est un rappel que la dignité ne se négocie pas au milieu du chaos, elle se protège en s'éloignant de lui. Cultiver cette habitude nécessite une discipline quotidienne. Commence par identifier les situations qui te font sortir de ton centre et remarque comment tu te sens physiquement lorsque tu es sur le point de perdre ton calme. Cet instant, lorsque ton cœur bat plus vite ou que ta voix s'élève, est ton signal pour t'arrêter et reprendre le contrôle. Inspirer profondément, détendre les épaules et répondre avec peu de mots sont des gestes qui te rendent le pouvoir. Avec le temps, ton esprit apprendra à reconnaître la provocation avant de tomber dedans. Un faucon ne descend jamais au sol car il sait qu'il y serait vulnérable. De la même manière, ne descends pas sur le terrain de l'insulte, du cri ou de la manipulation. Reste à ta hauteur émotionnelle où la logique et la sérénité sont tes armes. Avec cette attitude, tu ne protèges pas seulement ta paix, mais tu obliges les autres à élever le ton de leur comportement s'ils veulent que tu les écoutes. C'est ainsi que le respect s'impose, non pas par la violence, mais par la fermeté de celui qui sait qu'il n'a pas à se battre là où cela ne lui convient pas. 3. Exige du respect pour dialoguer. La parole est comme une porte. Elle ne s'ouvre pas à quiconque frappe avec violence ou tente de la forcer avec des cris. Elle ne s'ouvre qu'à celui qui frappe avec respect. Si tu permets qu'ils entrent sans frapper, tôt ou tard, ils dévasteront tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le dialogue. Il n'est pas accordé à celui qui ne respecte pas les limites. Exiger du respect avant de dialoguer n'est pas de l'arrogance. C'est une condition pour que la conversation en vaille la peine. Si cette condition n'est pas établie dès le début, toute tentative de compréhension se transformera en une lutte d'ego. Dans toute confrontation, il y a un point critique qui définit comment l'échange se poursuivra. Si tu ne fixes pas la limite tôt, l'autre personne suppose qu'elle peut élever le ton, interrompre ou lancer des commentaires blessants sans aucune conséquence. Et chaque fois que tu acceptes de parler dans ces conditions, tu renforces l'idée que ta voix peut être ignorée. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux décider quand et comment tu prêtes ton attention. Cela signifie que tout ne mérite pas une réponse ni ton temps. Apprendre à exiger du respect est en réalité une façon de protéger ta tranquillité d'esprit. Le respect, dans le dialogue, s'établit d'abord par le langage corporel. Garde le visage ferme, sans geste de moquerie ou de soumission. Montre par ta posture que tu n'es pas prêt à continuer si le ton ne change pas.
Parfois, un simple « si tu veux que nous continuions à parler, baisse le ton » suffit pour mettre un frein immédiat. La clé est de ne pas supplier le respect, mais de montrer que le dialogue ne continuera pas jusqu'à ce qu'il existe. Cela place la responsabilité sur l'autre. S'il veut être entendu, il devra ajuster son attitude. Exiger du respect implique également de contrôler l'impulsion, de trop se justifier. Beaucoup de gens, dans une tentative d'être compris, s'étendent en explication devant quelqu'un qui n'écoute même pas. Chaque mot supplémentaire que tu offres à celui qui ne valorise pas le dialogue est une énergie gaspillée. Apprends à t'arrêter avec des phrases courtes et fermes, comme « quand tu seras prêt à écouter, nous parlerons » ou « je ne continuerai pas si nous ne pouvons pas avoir une conversation respectueuse ». Ce sont des phrases simples qui envoient un message clair. Ta dignité n'est pas à vendre. Une erreur courante est de croire que céder face au manque de respect apaise la situation. Tout ce que cela fait, c'est renforcer la mauvaise habitude de l'autre. Si quelqu'un élève la voix et que tu décides de continuer comme si de rien n'était, tu lui apprends que ce comportement est acceptable avec toi. En revanche, lorsque tu arrêtes le dialogue et que tu fixes la limite, tu obliges l'autre personne à reconsidérer son attitude si elle veut parvenir à un accord. C'est un rappel que le respect n'est pas facultatif. Pour appliquer ce principe au quotidien, commence par prêter attention aux petits échanges. Lorsque quelqu'un t'interrompt constamment, ignore ce que tu dis ou utilise des mots dénigrants. Ne l'ignore pas. Signale-le calmement, sans colère, mais avec clarté. J'ai besoin que tu me laisses finir avant de répondre. Ou, si nous continuons à nous interrompre, nous n'arriverons à rien, sont des moyens efficaces de reprendre le contrôle de la conversation. Avec le temps, tu verras que ceux qui t'entourent apprennent à ajuster leur comportement parce qu'ils comprennent qu'avec toi, le respect est une exigence, pas une option. Exiger du respect pour dialoguer n'est pas seulement une tactique en temps de tension, c'est une déclaration constante de ta valeur personnelle. Celui qui établit des limites claires montre qu'il se respecte lui-même et qu'il n'a pas peur de perdre une conversation en ne tolérant pas les attitudes destructrices. 4. Retire-toi pour protéger ta paix. Le feu a besoin d'oxygène pour continuer à brûler. Si tu lui enlèves l'air, aussi grand qu'il puisse paraître, il finit par s'éteindre jusqu'à devenir des cendres. Il en va de même pour les conflits. Beaucoup n'existent que parce que quelqu'un continue à les alimenter avec des mots, des réactions et de l'énergie. Se retirer n'est pas se rendre, c'est fermer la valve qui maintient la flamme en vie. La plupart des discussions ne sont pas gagnées en parlant davantage, mais en sachant quand se taire et s'éloigner. Si l'atmosphère cesse d'être raisonnable, ta présence n'a plus de sens là-bas. Protéger ta paix n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de respect envers toi-même. Il y a des moments où insister sur le dialogue ne fait qu'éroder ton calme et nourrit l'ego de celui qui cherche à te provoquer. Le stoïcisme enseigne que la sérénité est un trésor qui se défend en évitant de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne méritent pas d'être menées. Le retrait stratégique n'est pas fuir, c'est reconnaître que ta tranquillité vaut plus que de prouver que tu as raison. La clé est de reconnaître les signes que la conversation a cessé d'être constructive. Lorsque tu remarques que les voix s'élèvent, que les arguments deviennent des attaques personnelles, ou que l'autre personne ne cherche pas à comprendre, mais à gagner, il n'y a plus de terrain fertile pour le dialogue. Insister pour rester ne fait que prolonger le conflit. À ce moment-là, ton meilleur outil est une phrase brève qui marque la limite. Nous continuerons quand nous serons plus calmes, ou je ne vais pas continuer si nous continuons sur ce ton. Ce sont des mots qui arrêtent l'échange et te permettent de sortir avec dignité, en laissant clair que ton retrait n'est pas une fuite, mais une décision consciente. Se retirer à temps signifie aussi ne pas rester pris dans le tourbillon émotionnel après ton départ. Il est inutile de t'éloigner physiquement si tu continues à discuter dans ta tête pendant des heures. Apprends à lâcher le poids mental que les conflits apportent, car il ne sert à rien de protéger ton espace externe si tu es encore agité en toi. Ici entre en jeu la discipline stoïcienne. Respirer profondément, se rappeler que tu ne peux pas contrôler l'attitude de l'autre et te concentrer sur ce qui dépend de toi, c'est-à-dire ton propre état émotionnel.
L'erreur que beaucoup commettent est de confondre le retrait avec une défaite. Ils pensent que s'éloigner signifie que l'autre a gagné, alors qu'en réalité, la victoire est de ne pas permettre qu'il détruise ta paix. Celui qui cherche à t'entraîner dans un conflit veut te voir en colère, perturbé et épuisé. Si tu ne lui donnes pas cette satisfaction, tu lui enlèves le carburant. Le calme qui suit un retrait conscient est une victoire silencieuse, qui pèse souvent plus que n'importe quel argument. Pour entraîner cette habitude, commence par observer combien de fois tu restes dans des discussions inutiles par orgueil. Tu remarqueras que la plupart des conflits quotidiens ne changent rien d'important et ne font que t'épuiser. Pratique à dire moins, à te retirer plus tôt et à ne pas chercher le dernier mot. Tout ne mérite pas ta réaction ni ta présence, et apprendre à discerner cela te donne un véritable pouvoir sur toi-même. Le retrait stratégique est un outil qui impose le respect. Il envoie le message que ta paix n'est pas négociable et que tu ne vas pas te prêter à alimenter le désordre des autres. Tout comme le feu sans oxygène, les personnes conflictuelles perdent de la force lorsqu'elles ne trouvent pas avec qui se heurter. Protéger ta paix signifie que tu choisis de ne pas te brûler dans les batailles des autres et que ton énergie sera réservée à ce qui en vaut vraiment la peine. Avec le temps, ceux qui t'entourent apprendront qu'avec toi, provoquer le chaos ne fonctionne pas, car tu sais qu'en mettre un terme et te retirer avec dignité. 5. Parle peu, mais avec fermeté. Les mots sont comme des flèches. S'ils sont lancés dans toutes les directions, ils finissent par perdre leur force et deviennent inutiles. Mais si tu vises une seule direction avec précision, tu peux même traverser la cible la plus résistante. Dans une discussion, parler trop est comme tirer sans viser. Tu t'épuises, tu perds de l'impact et tu laisses l'autre trouver des failles dans tes arguments. En revanche, lorsque tu choisis peu de mots et que tu les dis avec fermeté, chaque phrase pèse plus qu'un discours entier. La voix qui ne tremble pas, même si elle parle peu, laisse plus de traces qu'un torrent de cris. Parler peu n'est pas se taire par peur ni céder à l'autre. C'est choisir quand ouvrir la bouche et quoi dire pour que ce ne soit pas en vain. Dans les moments de tension, l'excès de mots est souvent une tentative de se justifier ou de s'imposer. Mais cela ne fait qu'alimenter la confusion et donne à l'autre plus de matière pour t'attaquer. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas gaspiller d'énergie en mots inutiles, mais les réserver pour quand ils peuvent apporter de la clarté et résoudre le conflit. La véritable autorité n'a pas besoin de volume ni de longueur. Elle a besoin de clarté et de conviction. Lorsque tu réduis ce que tu dis à l'essentiel, tu évites de te retrouver coincé dans des discussions interminables. Des phrases courtes comme « je n'accepte pas ce marché », je ne vais pas continuer sur ce ton ou « je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas céder sur ce point » suffisent pour clarifier tes limites sans entrer dans des cercles. Ce type de réponse ne laisse pas de place à des interprétations erronées, ni à ce que l'autre manipule tes mots. Chaque phrase doit être comme un coup sec qui ne laisse place à aucun doute ni à des répliques inutiles. La fermeté ne vient pas seulement du ton de la voix, mais aussi de ton langage corporel. Une posture droite, un contact visuel stable et un visage serein transmettent de la sécurité même avant que tu ne parles. Si ta voix est calme, mais que ton regard hésite, tu perds une partie de cette autorité silencieuse. Parler peu et avec fermeté est plus qu'un style de communication. C'est une présence qui dit « je sais ce que je dis et je n'ai pas besoin de le répéter pour qu'on me comprenne ». Cela provoque le respect même chez ceux qui ne partagent pas ton point de vue. L'une des erreurs les plus courantes est de confondre parler beaucoup avec être convaincant. Beaucoup de gens pensent que plus ils s'expliquent, plus ils ont le droit d'être entendus, mais dans les situations conflictuelles, c'est souvent le contraire. Celui qui parle le plus semble être le plus désespéré. Apprendre à s'arrêter après avoir dit l'essentiel est un acte d'autocontrôle. Chaque mot supplémentaire après le nécessaire est un fil que l'autre peut tirer pour te traîner dans le désordre. Pour pratiquer cette habitude, commence par observer combien de fois tu ajoutes des explications qu'on ne te demande pas, ou tu répètes des idées juste pour te sentir plus sûr. Entraîne-toi à résumer ce que tu penses en quelques phrases claires. Avant de parler, demande-toi,
si ce que tu vas dire apportera quelque chose de nouveau, ou si tu ne fais que remplir le silence. L'objectif est que ton intervention ne soit pas longue, mais qu'elle soit percutante. Parler moins nécessite plus de réflexion et cette pause mentale renforce ton autocontrôle. Parler peu, mais avec fermeté, transforme chaque mot en un outil stratégique. Cela fait que les autres écoutent avec plus d'attention parce qu'ils savent que tu ne parles pas pour parler. Cela t'aide aussi à ne pas tomber dans les provocations, car tu ne donnes pas lieu à des discussions inutiles. Le stoïcisme enseigne que celui qui gouverne sa langue gouverne son esprit et que le respect ne se mendie pas. Il se gagne en montrant que ta voix est si solide qu'elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. 6. Utilise ta présence comme autorité. La présence est comme l'ombre d'un grand arbre au milieu du désert. Elle ne dit pas un seul mot. Elle ne fait aucun geste pour attirer l'attention, mais tout le monde la remarque et cherche à se réfugier sous elle. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Sa seule existence marque l'espace et oblige ceux qui s'approchent à ajuster leur comportement. Ainsi devrait se sentir ta présence dans toute discussion. Silencieuse, ferme, impossible à ignorer. Avoir de l'autorité ne dépend pas toujours de ce que tu dis, mais de la façon dont tu te tiens sur place et comment tu dégages de la confiance. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et remplissent l'atmosphère de bruit, mais ne laissent aucune trace. En revanche, il y a ceux qui n'ont pas besoin de parler pour que tout le monde les regarde et leur laisse de l'espace. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une présence bien construite. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir commence par se gouverner soi-même. Et lorsque ton intérieur est solide, ta seule posture communique que tu sais qui tu es et ce que tu tolères. Dans une discussion, cette présence transmet un message clair. Tu ne seras pas entraîné dans le chaos et tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Utiliser ta présence comme autorité commence par le langage corporel. Garde le dos droit, les épaules détendues et les pieds fermement ancrés au sol. Ne croise pas les bras en signe de défense, ni ne gesticule trop pour impressionner. L'autorité silencieuse émane de la démonstration que tu n'es ni sur la défensive ni à l'attaque, mais centré et sûr de toi. Maintenir le regard calmement, sans défi, mais sans baisser les yeux, communique que tu es présent et que tu ne cèdes pas l'espace mental ni physique à l'autre personne. La voix fait également partie de ta présence. Il n'est pas nécessaire de l'élever pour qu'elle pèse, il suffit de la maintenir ferme, posée et claire. Parler lentement oblige l'autre à t'écouter à ton rythme et non au sien. Chaque mot que tu dis de cette manière agit comme une ancre qui maintient le dialogue sur le terrain que tu décides. Lorsque tu combines un ton contrôlé avec un langage corporel solide, tu projettes l'image de quelqu'un qui domine la situation même au milieu d'un conflit. L'erreur la plus courante est d'essayer de compenser l'insécurité par des mots en trop ou par des gestes exagérés. Celui qui parle trop vite, évite le contact visuel ou se déplace de manière agitée donne des signes que son intérieur est agité, et cela affaiblit son autorité. Une présence forte se cultive à travers la tranquillité intérieure. Et la tranquillité intérieure est obtenue en se rappelant que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te déstabiliser si tu ne le permets pas. Le stoïcisme insiste sur le fait que tu ne contrôles pas les actes des autres, mais que tu contrôles toujours ta réaction. Pour renforcer cette habitude, pratique dans des situations quotidiennes. Par exemple, lorsque tu entres dans un lieu plein de monde, ne te précipite pas pour parler ou pour attirer l'attention. Arrête-toi, observe l'espace et sens-toi à l'aise dans le silence avant de prononcer le premier mot. Cette pause communique que tu n'es pas pressé de convaincre qui que ce soit, ni de te faire une place. De même, dans une discussion, ne réponds pas immédiatement. Respire, garde une posture ferme et fais en sorte que l'autre sente qu'il devra attendre ta réponse. Cette attente, bien que brève, impose le respect. Utiliser ta présence comme autorité n'est pas intimider ni écraser les autres avec arrogance. C'est inspirer le respect en montrant l'autocontrôle et la sécurité. Les gens écoutent davantage celui qui se montre centré parce qu'il transmet confiance et sérieux.
Avec le temps, tu découvriras que tu n'as pas besoin d'élever la voix ni de répéter tes idées pour être prise au sérieux. 7. Cède le dernier mot pour gagner en tranquillité. L'écho dans les montagnes renvoie toujours le dernier son qu'il entend, mais il ne commence jamais le bruit. Sa force réside dans le fait de ne répondre qu'une seule fois, et ensuite de garder le silence, laissant le son s'éteindre de lui-même. C'est ainsi que tu devrais te comporter dans les discussions. Apprendre à ne pas lutter pour avoir toujours le dernier mot. S'accrocher à ce besoin est comme se battre avec un écho interminable qui n'apporte rien de nouveau. Il ne fait que répéter la même chose avec un ton différent jusqu'à t'épuiser. Lorsque tu décides de lâcher l'impulsion de répondre au dernier commentaire, tu te libères du jeu inutile qui alimente le conflit. La plupart des disputes verbales s'allongent parce qu'aucun des deux ne veut céder. Chacun pense que cesser de parler en premier est une défaite, alors qu'en réalité la véritable victoire réside dans la préservation de la paix mentale. Le stoïcisme enseigne que tu n'as pas le devoir de gagner chaque discussion, mais de rester maître de toi-même. Dans un monde où tout le monde cherche à avoir raison, le sage choisit d'avoir la paix. L'habitude de vouloir conclure les conversations par un commentaire final vient souvent de l'ego. Cette impulsion naît de la peur de paraître faible ou que l'autre pense qu'il a gagné. Mais l'opinion d'autrui sur qui a gagné ou perdu une discussion n'a pas de pouvoir réel sur ta vie. Celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit a plus de liberté. En te retirant avant de tomber dans des provocations sans fin, tu démontres ta maturité et ton autocontrôle, deux qualités qui imposent plus de respect que n'importe quelle phrase finale. Pratiquer cette leçon nécessite de la patience et de l'autoconscience. Lorsque tu remarques qu'une discussion commence à se transformer en un échange répétitif, fais l'effort conscient de t'arrêter. Reconnais que tu as déjà dit ce que tu avais à dire et qu'insister ne fera que prolonger l'épuisement. Une phrase simple comme « j'ai déjà clarifié ma position » ou « je n'ai rien de plus à ajouter » ferme la porte au conflit sans nécessité de confrontation supplémentaire. Il est également important d'apprendre à tolérer le silence inconfortable qui suit parfois le fait de céder le dernier mot. Beaucoup de personnes ressentent le besoin de remplir ce silence par des explications ou des défenses supplémentaires. Mais ce vide est en réalité la fin de la discussion. Permettre l'existence de ce silence est une façon de montrer que tu n'as pas besoin de plus de mots pour soutenir ta position. C'est un geste qui oblige l'autre à faire face à ses propres mots sans ton aide pour continuer à alimenter le conflit. L'erreur la plus courante est de croire que céder le dernier mot te retire de l'autorité. C'est exactement le contraire. Celui qui a besoin d'avoir toujours la dernière phrase démontre de l'anxiété et un manque de contrôle. Celui qui peut garder le silence après avoir exprimé son point de vue montre clairement qu'il est sûr de sa position et n'a pas besoin de validation externe. Pour transformer cette attitude en une habitude, commence par la pratiquer dans de petites interactions quotidiennes. Lorsqu'une personne essaie d'avoir le dernier mot dans un débat trivial, comme dans la file d'attente du supermarché ou dans une conversation en ligne, garde simplement le silence après ta dernière phrase. Et avec le temps, tu remarqueras que ton esprit se sent plus léger et moins pris dans les émotions qui auparavant te faisaient trop discuter. Céder le dernier mot n'est pas une capitulation, c'est un acte de supériorité émotionnelle. En refusant de continuer à jouer le jeu de l'ego, tu protèges ta tranquillité et tu projettes de la maturité. Comme l'écho qui ne renvoie qu'un seul son puis disparaît, tu apprends que toutes les réponses ne nécessitent pas de réponse et que la véritable force se démontre lorsque tu sais quand t'arrêter. 8. Ta valeur ne dépend pas de leur opinion. Le soleil ne demande pas la permission de se lever ni n'attend des applaudissements pour briller. Il se lève chaque jour avec la même lumière, même s'il y a des nuages qui le couvrent ou des personnes qui préfèrent l'ombre. Ainsi doit être ton estime de toi au milieu des discussions et des conflits, ferme, indépendante, sans dépendre de ce que les autres pensent ou disent de toi. Lorsque ta valeur personnelle repose sur l'approbation d'autrui, toute critique devient un coup direct à ta tranquillité. En revanche,
Si tu comprends que ta dignité ne change pas avec les opinions externes, personne ne peut te retirer la paix, ni te manipuler avec des mots. Dans les situations conflictuelles, l'une des attaques les plus courantes est d'essayer de te diminuer avec des commentaires qui remettent en question ton caractère, ton intelligence ou tes décisions. C'est une tactique pour te déstabiliser émotionnellement et te sortir de ton centre. Le stoïcisme enseigne que les paroles des autres ne sont pas des faits. Ce ne sont que des jugements qui en disent plus sur eux que sur toi. Celui qui apprend à séparer ce qui est réel de ce qui n'est qu'une opinion cesse d'être vulnérable à ces provocations. Ta valeur ne réside pas dans l'approbation ni dans les éloges, et encore moins dans les critiques. Elle réside dans la cohérence avec laquelle tu vis, dans les décisions que tu prends et dans la paix que tu maintiens lorsque d'autres essaient de te définir. Chaque fois que tu permets à la voix de quelqu'un de déterminer ton état émotionnel, tu cèdes un pouvoir qui devrait être exclusivement à toi. C'est pourquoi, lors de discussions tendues, il est essentiel de se rappeler que ce que les autres disent de toi ne change pas ce que tu es. Pour appliquer cette leçon, pratique l'art d'écouter sans absorber. Tous les commentaires n'ont pas besoin de réponse, et toutes les critiques ne méritent pas ton attention. Si quelqu'un dit quelque chose pour te blesser, demande-toi d'abord si c'est vrai. Si c'est le cas, prends-le comme un rappel pour t'améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse-le passer comme le vent qui ne laisse pas de traces. Cette pratique, courante dans la philosophie stoïcienne, t'aide à ne pas réagir avec colère, ni avec anxiété, car ta réaction ne dépend plus des paroles des autres, mais de ton propre jugement. Souvent, les opinions des autres n'auraient pas autant de pouvoir si tu ne les renforçais pas avec tes propres pensées négatives. Commence à te parler avec le même respect que tu attends des autres. De dire « cela ne me définit pas » ou « ma valeur ne change pas en fonction de ce que les autres pensent » est une façon de te rappeler que ton identité ne se négocie pas dans l'opinion publique. Cette habitude renforce ton esprit et te prépare à affronter les critiques sans te sentir attaqué. L'erreur la plus courante est d'essayer de convaincre tout le monde de penser du bien de toi. Vouloir expliquer, justifier ou clarifier chaque malentendu est épuisant et te rend prisonnier de l'approbation externe. Tout le monde ne verra pas ta vérité et c'est bien ainsi. Le respect qui compte vraiment est celui que tu ressens pour toi-même en restant fidèle à ce que tu considères comme juste, même si les autres ne le comprennent pas. Lorsque quelqu'un critique ta façon de t'habiller, de parler ou d'agir, respire et demande-toi si cette opinion définit ton essence. Si ce n'est pas le cas, laisse-la rester en dehors de toi. Fais l'effort conscient de ne pas donner d'explications inutiles. Avec le temps, tu te rendras compte que tu as de moins en moins besoin de la validation des autres et que ton calme devient de plus en plus difficile à briser. Ta valeur ne dépend pas de leur opinion parce que personne d'autre ne vit ta vie ni ne porte tes décisions. Cette compréhension te rend libre, te rend immunisé contre les attaques qui cherchent à te faire sentir petit et te donne une présence plus ferme dans toute situation conflictuelle. Tout comme le soleil brille, même s'il n'est pas vu, tu dois apprendre à maintenir ta lumière intacte, sans demander la permission ni attendre l'approbation, pour continuer à avancer la tête haute.